10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Est-ce le moment où tout bascule? Le Barça est-il de retour? Et les amis, j'espère que vous allez tous très bien, tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, parce que nous on est de retour, oui, nous aussi on a Tornem a casa. J'étais à Barcelone justement pour l'inauguration du nouveau Camp Nou, d'un nouveau Camp Nou qui est encore pas mal en travaux, on va en discuter, mais j'étais il y a une dizaine de jours, c'est pas la raison principale pour laquelle j'étais à Barcelone, mais ça aussi, vous le savez, ces gars-là, ils m'intéressent plutôt, parce que vainqueur 3-1 de l'Atlético Madrid hier soir, les hommes d'Hansi Flick prolongent leur avance en tête de la Liga, et c'était déjà en tête, ils ont 4 points de plus désormais que le Real en attendant le match de la Maison Blanche ce soir contre l'Athletic Bilbao. Est-ce que la deuxième meilleure équipe d'Europe de la saison dernière est de retour? Focus Barça aujourd'hui, j'ai envie de vraiment prendre le temps, j'ai vu quasiment tous les derniers matchs, celui contre l'Atleti en long, en large et en travers ce matin / cet après-midi. Beaucoup de choses à analyser. Pourquoi est-ce qu'il serait de retour? Pourquoi est-ce que le Barça serait de retour? Après tout, cette défaite 3-0 au Bridge qu'on a analysée là il y a quelques jours, c'était il y a une semaine à peine. Elle a suivi ce qui était un nul un petit peu inquiétant, on s'en souvient, contre Bruges, à Bruges, 3 partout. Une défaite dans le Classico fin octobre. Début de saison, c'est le Barça qui a perdu contre le Paris Saint-Germain de Seny Mayulu et Ibrahim Mbaye à la maison. Ils ont été derrière balayés par Séville 4-1. Tous ces matchs, c'était des matchs à 3, 4, 5 grandes occasions concédées. On s'en souvient, les fameux face-à-face qui font qu'aujourd'hui, quand tu regardes les 5 championnats majeurs, les 96 équipes, au classement des XGA, les XG concédés, il faut descendre assez bas pour trouver le Barça. Ils ont joué un match en plus ou deux que quelques autres équipes, 15, mais quand même 19 XG encaissés, plus d'un par match. Typiquement, le Bayern est la meilleure attaque des 5 championnats majeurs ou la deuxième. Ils sont deuxième meilleure défense aussi. Ce Barça, c'était son histoire. C'était l'histoire d'un Barça qui était, il n'y a pas si longtemps encore, à 5 points d'un Real nouveau favori en Liga. Le thème dans notre lecture du début de saison des Catalans, on s'en souvient, c'était plutôt est-ce que Flick en 2, on commence à avoir des limites substantielles et réellement problématiques. Mais aujourd'hui, mon sentiment, c'est que ce match contre Chelsea représente peut-être plutôt la fin de quelque chose. Au 3 décembre 2025, aujourd'hui, ma sensation, c'est qu'une page a été tournée, un virage a été pris, et aujourd'hui, je me demande si on est effectivement au moment où tout bascule. Donc, très content de parler de ce Barça potentiellement de retour. Moi, effectivement, je suis de retour, comme je vous ai dit, ces rendez-vous médicaux que j'avais pour ma chérie, où je l'ai accompagnée pendant une dizaine de jours. Les vacances de Noël, elles arrivent bientôt aussi, mais d'ici là, on a une quinzaine de jours où on peut vraiment faire le max de vidéos et le max de vidéos de qualité. Donc on va redémarrer par ce sujet Barça, on va parler du Phoenix Rafinha, oui, effectivement, il est là. On va parler de l'horloger Pedri, le maître du temps, et on va parler du joueur à 150 millions d'euros qui se cache derrière le masque d'Eric Garcia. On va parler de la suite pour ce Barça et pourquoi il risque de jouer dans une semaine le match le plus prolifique de l'histoire du 21e siècle. Et je vous ferai donc aussi mon petit retour d'expérience sur le retour au Camp Nou, le fameux Tornem a casa, c'était contre Bilbao, il y a 2 semaines maintenant. C'est parti, j'espère que tout roule pour vous, tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Parlons un petit peu du Barça. Alors, pourquoi est-ce qu'on serait au moment où tout bascule? Pourquoi est-ce que ce Barça serait de retour? Déjà parce que quelques gars sont de retour. Contre l'Atleti hier, le Barça a aligné pour moi la version la plus proche de son meilleur 11. C'est pas encore le 11 parfait, mais c'est la version la plus proche depuis le début de saison. Et ça a coïncidé avec ce que Flick a appelé le meilleur match de notre saison pour l'instant. Ok, fin de la vidéo. Mais retour de Rafinha. Il avait joué quelques minutes contre Bilbao quand j'étais au stade. Il a joué une demi-heure en fin de match au Bridge contre Chelsea. Et il était titulaire contre Alaves il y a quelques jours, là ce week-end, samedi 16h30, 16h15. Mais sa deuxième titularisation consécutive, le retour de Rafinha, ça change beaucoup de choses. Le retour de Pedri aussi. Pedri sur un terrain de football, ça change toute l'équation. Et peut-être que simplement, retrouver 2 de tes 3 meilleurs joueurs, 2 des meilleurs joueurs du monde,
peut-être qu'on peut arrêter l'analyse là, mais Johan Garcia aussi, un des 3 seuls transferts à plus de 5 millions d'euros des 3 dernières années pour un Barça extrêmement contraint financièrement. Son retour, il change pas mal de choses aussi. Commençons par le roi. Le retour du vrai capitaine. Parce que, ok, alors on reporte le brassard quand il est titulaire, etc. Mais vrai capitaine performant, capitaine fort. Rafinha, la saison dernière, c'est quand même un joueur à 34 buts, plus 26 passes D, 60 contributions décisives, toutes compétitions confondues, juste avec le Barça. Peut-être que, ouais, simplement, retrouver un mec à 60 G plus A, ça change totalement la donne. Déjà contre Alaves, allez, au bout de 25 minutes de sa titularisation, il ajoute sa 2e passe décisive du match. Quand ici, contre-appel magnifique dans le dos. Il est servi par Gérard Martin. On va parler de Gérard Martin aussi et de son jeu allongé, pied gauche, qui sert aussi au Barça dans la première phase. Centre en retrait pour Dani Olmo, plat du pied. Ça fait 2-1. 8e minute de jeu. Il avait été aussi alerté par Baldé. Il y a une paire très intéressante qui est en train de se reformer avec Baldé et ça redonne des couleurs à Baldé aussi. Mais super appel dans le demi-espace entre 3, servi, centre en retrait, légèrement dévié, ça atterrit dans les pieds de Yamal qui la met sous la barre transversale. Ça, c'était contre Alaves samedi. Il y avait aussi des interventions défensives, ici une deuxième, qui ont donné lieu à des chants, exactement comme à son entrée contre Bilbao quand j'étais. Rafinha, le retour de Rafinha. Un taulier de retour au Camp Nou. Défensivement, sa combativité, ça plaît beaucoup en Catalogne. Contre l'Atleti, méga match de sa part, bien sûr. Le but égalisateur sur ce service de Pedri. Encore une fois, retour de Pedri, retour de Rafinha. Le Barça est de retour. Fin de l'analyse. Mais oui, quand il est alerté dans la profondeur, dans le demi-espace, qu'il est face au Black, finit pied droit. Top finition. Il y a aussi eu 7 actions quelques minutes plus tard, 27e. Magnifique jeu en 2 touches. Le temps très faible qu'il y a entre le contrôle pied gauche et tout de suite le ballon donné pied droit. On le voit d'ailleurs, je trouve, dans la contorsion de son corps. Il est encore très très bas. Ça se voit qu'il a enchaîné super rapidement le geste. Très bonne action offensive. Baldé, on voit ça, c'est la sélection, le choix. Il n'est pas bon. Mais ce que j'ai aimé dans cette action, c'est non seulement on voit comment Rafinha participe au jeu, vrai talisman offensif, mais aussi sur l'erreur ou le mauvais choix de Baldé, la réaction des autres joueurs offensifs. Lewandowski, on ne le voit pas sur cette action, mais aussi Dani Olmo. Mais Lewandowski, Yamal, Pedri, regardez les réactions, le body language. Rafinha, vrai leader. En vrai, il n'a pas le brassard pour rien. Et systématiquement dans l'encouragement, même quand il y a des moments de frustration, quand la pression n'aboutit pas, je trouve que c'est un joueur dont le caractère et l'attitude est extrêmement positive et constructive. Et là, typiquement, avec Baldé, ça se voit qu'il y a une connexion qui est en train de se renouer, et même en dehors des actions. Et Eric Garcia aussi, vrai leader. Mais ouais, Rafinha, j'ai beaucoup aimé cette séquence. Je trouvais qu'elle disait beaucoup de bonnes choses. Sur cette projection, 30e, Olmo, Yamal, magnifique. Eric Garcia, le Barça se déplie avec beaucoup de verticalité. Mais la passe en une touche de Rafinha, pas facile à mettre, je trouve. Quand elle a été donnée comme ça, avec un petit peu d'effet rentrant par Eric Garcia. Et lui, pied gauche, il sort une passe plate, tranchante, profonde comme ça pour Olmo. Super solution en verticalité, en transition. Rafinha, on le sait, non seulement à la réception des ballons par-dessus le dos de la dernière ligne, mais aussi, par exemple, ici, à la transmission. Comme on a dit, saison dernière, c'est un mec qui finit avec 26 passes décisives et quantité d'XA, pas pour rien, très efficace dans ce registre. La relation avec Baldé, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ce match contre l'Atlético Madrid. Ce 1-2, par exemple, t'as pas ça avec Rashford. Rashford qui fait un bon début de carrière avec le Barça. J'ai pas un problème avec Rashford. Je trouve que c'est un très bon move. Mais t'as pas ça avec Rashford. T'as pas cette combinaison Baldé, Rafinha. Magnifique petit ballon filé comme ça dans le demi-espace. Parfaitement dosé pour Baldé. C'était méga dangereux. Et en seconde période, pareil sur des liaisons qui font penser au mouvement que le Paris Saint-Germain, par exemple, peut trouver. Longue ligne, puis ensuite demi-espace. Rafinha qui fait appel contre appel, juste pour se détacher un petit peu de Nahuel Molina. Trouvé par Baldé. Baldé qui va être au combat sur la course, sur l'accélération, là sur 5-10 mètres, avec le Cholito qui a une vraie poussée aussi, et qui est pas facile à battre à la course. Rafinha, top transmission, elle est
parfaitement calibré, que ce soit l'angle, que ce soit le dosage. Top passe pour Baldé, qui peut s'en saisir, accélérer à l'intérieur, c'est une action dangereuse. Et Rafinha-Baldé, tu retrouves une entente, un two-man game qu'il n'y avait pas avant. Ça, c'est top. 57e aussi, typiquement sur une action de projection que ce Barça fliquien a dans son arsenal. Olmo trouve Rafinha dans la profondeur. Et ce ballon pour Lewandowski, je pense, il échoue de pas grand-chose. Ouf, c'est pas loin. Ça reste une top passe. Peut-être Lewandowski 3 ans plus jeune, arrive au bout, met le pied au bout de ce ballon. Ça aussi, c'est ce que Rafinha t'apporte. Et après, sur les 6 mètres, sur toute la dimension sans ballon, là, il est dans son registre dembélesque, prêt à surgir, prêt à bondir. Oblak va allonger. Ballon gagné ici, faute gagnée là. Joueur de combat, d'agressivité, ça aussi, ça a beaucoup plu à ce Camp Nou. Et ouais, j'aime la contre-pression. J'aime le travail de repli aussi. C'est 2 dimensions presque aussi importantes l'une que l'autre dans l'apport défensif des joueurs offensifs. Faut contre-presser, faut être ce chien de dernier tiers. Aussi quand la pression est battue comme ici, et c'est quelque chose qui arrive souvent avec ce Barça fliquien, forcément, approche très haut risque, très fort récompense, on connaît leur module. Mais là, tu as 7 joueurs engagés sur cette petite parcelle pour récupérer. Regardez le placement d'Eric Garcia, par exemple, qui est très haut, de Cubarsí qui est très haut. Le Barça, l'Atlético Madrid réussit, via Alvarez, je pense, ou Cardoso, réussit à renverser. Là, c'est danger. Le retour de Rafinha, il baisse la tête, il enclenche le turbo-jet et il est lancé avec une vitesse qui lui permet de se replacer ici, au niveau d'Eric Garcia, et d'être un membre du double pivot qui permet à Pedri d'être plus haut, de ne pas faire cette énorme course de repli. Et le Barça est devenu plus solide et a résisté à cette transition. La séquence peut-être qui illustre le plus à quel point ce Barça est de retour grâce à Rafinha, je pense c'est un moment où il est presque invisible, entre guillemets, c'est juste le départ de l'action, mais c'est un début d'action où il y a potentiel contre pour l'Atleti. Il surgit ici sur Barrios. Pedri sort aussi. Eric Garcia sort aussi. Eric Garcia tacle sur Koké. Ballon récupéré par Koundé. C'est parti de Rafinha. Ça a été prolongé par Pedri. Et après le monstre Eric, dont on va parler très vite. Ce Barça a retrouvé quelque chose dans sa pression, notamment, tout simplement, grâce au retour de Rafinha et Pedri. Visible ici aussi, à l'heure de jeu, Rafinha qui sort sur Molina, Pedri qui sort sur Barrios, et c'est un nouveau ballon gagné dans la moitié de terrain, parce que le contrôle de Barrios n'aboutit pas. Fil en touche, nouveau ballon gagné dans la moitié de terrain adverse. On a beaucoup parlé de Rafinha, le retour du roi, ça change beaucoup de choses pour ce Barça. Le deuxième retour, c'est le maître horloger qui effectivement remet les pendules à l'heure. Pedri, le build-up du Barça avec et sans lui, c'est pas du tout la même histoire. Je trouve les grands joueurs, on en avait parlé saison dernière contre Dortmund, on en a parlé pour tout un tas de joueurs. Les grands joueurs, tu vois leur importance sur le terrain et aussi quand ils sont pas là. À quel point le match change quand il entre ou quand il sort. Quand il n'est pas là, bien sûr, quand il est blessé. Avec Pedri, on l'a vu surtout le moment de son absence. Tu le vois dans ce match quand il sort à 20 minutes de la fin. Contre Dortmund, je me souviens, tu le vois pendant 1 heure, il entre, la dernière demi-heure, c'est pas du tout la même histoire. Bon, là, pareil, sur le contrôle du tempo, avec Cubarsí, ok, maintenant on avance. Proposition de décrochage, je pense, pour ensuite trouver du jeu 3e homme avec Eric et avancer. Il n'est pas servi, quelques secondes plus tard, ok, communication avec Gérard Martin, qui est dans ce poste de défenseur central gauche désormais, il lui demande d'être un peu plus haut, un petit peu plus excentré, ouvrir le duo de la relance. Regardez, là, va dans cette zone. Très véhément, tourner face à ses coéquipiers. Il est le véritable chef d'orchestre du build-up du Barça. Ok, une fois que Gérard Martin est placé dans la bonne zone, maintenant un Cubarsí avance, fixe le premier défenseur. Il se déplace dans cette petite poche d'espace à reculons, est trouvé par une top passe de Cubarsí, contrôle orienté, transmet à Olmo, qui peut s'appuyer sur Yamal, et t'es sorti de ton premier tiers, t'es sorti de ta moitié, et désormais tu trouves Yamal face au jeu. Ça change tout pour le Barça. 29e minute, pareil,
retrouvé par Cubarsí comme ça, entre les lignes, tellement de mouvements interlignes de Pedri, le contrôle orienté dans le bon sens. Barrios bloque l'intervalle, bloque l'accès à Dani Olmo axial ici. Donc, qu'est-ce que fait Pedri? Ouais, magnifique. Ça, c'est beau. Ça, c'est splendide. Petite pausa et transmission à Lamine dans le demi-espace. Encore une fois, les passes Pedri, Yamal. Si tu as plus de ça dans ton match, si tu as plus de ça dans ton équipe, tu vas être plus fort à chaque fois. Et là, en plus, il y avait un petit 2 contre 1 local à jouer face à Hansko. Il sert pas Koundé, dommage. Mais ouais, le maître des horloges, qui peut accélérer, qui peut ralentir aussi, comme souvent, là, sur une transition. Non, mon flair, mon sentiment, là, Pedri, le match doit ralentir légèrement. Il faut qu'on réinstalle une séquence de possession. Là, c'est le moment pour ralentir. Demi-heure de jeu, c'est le moment pour ralentir un petit peu. C'est ce qu'on va faire, tranquille, poser un petit peu plus. Quand il y a des espaces, il peut aller les infiltrer. Ici, il est le joueur, en vrai, bon, avec Cubarsí, le plus reculé des 10 joueurs de champ. Axial, position très dangereuse pour une perte de balle. Il n'a pas froid aux yeux, il sait ce qu'il est capable de faire. Et ici, il perce cet intervalle Baena-Koke. Magnifique. Entre 3, il y a Barrios qui arrive. Transmission pour Lamine. Elle est un peu trop forte, cette passe, légèrement trop forte. Elle va filer de pas grand-chose. Lamine la sauve quasiment sur la ligne de 6 mètres. Mais ouais, un mec qui peut te faire ça, c'est pas mal. Et ça change beaucoup de choses, clairement. Enfin, peut-être pour Pedri, une dernière action dans ce match. C'est moi, je fais souvent la comparaison entre Pedri et Zizou. Je trouve que c'est le joueur des années 2020, une sorte de mix entre Iniesta et Zidane. Le joueur des années 2020 qui ressemble le plus à Zidane dans sa capacité à faire toujours la chose juste et montrer la voie de ce que tu peux faire en foot aujourd'hui. Il te donne une meilleure lecture de la physique de ce sport. Et là, que ce soit cette petite passe-là pour Rashford, ensuite quand il est retrouvé sur un ballon pas évident, qu'il doit contrôler de la poitrine entre deux mecs, ce ballon-là, alors, il n'est pas facile, il est sous pression, il est à hauteur de torse, et pourtant, il le dose parfaitement, et c'est hyper dangereux. Rashford lancé, il savait que c'était Rashford au bout, l'enchaînement est magique. 71e minute, début de la 71e minute, là c'est 70.05. Allez voir cette action d'une manière ou d'une autre, allez voir cette action. Ça c'est ce que Pedri est capable de faire. Enfin peut-être sur une dimension un petit peu plus collective et comment Rafinha, Pedri, ça change les choses, même autre que sur la pression ou l'activité défensive. Plus d'équilibre sur la largeur. Sans eux, le Barça penche très très à droite. Avec eux, beaucoup plus de combinaisons dans cette zone, pas pour rien qu'on voit beaucoup plus Baldé par exemple. Et sur ce jeu, voilà, Rafinha, Pedri, dans cette position, il y a Olmo qui vient graviter autour. Côté ballon, même à gauche maintenant, il y a quelque chose à faire. Et pourtant, ça ouvre plus la droite. C'est ça la beauté du foot. T'es plus fort sur une largeur, tu rends l'autre plus vulnérable encore. Et Pedri maintenant, touché face au jeu, qui peut aller allonger, chercher Yamal. Et il va passer 2 dribbles dans la foulée, parce que Yamal aussi. Il a retrouvé un petit peu de batterie, il a branché le chargeur. Et c'est depuis 3 matchs, c'est assez costaud. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que l'apport de Rafinha et Pedri te donne sur l'équilibre de la largeur, quelque chose qui manquait cruellement à ce Barça depuis quelques matchs. Et derrière en plus, la contre-pression de Pedri, ballon gagné dans la surface, seconde chance offensive. Et son apport défensif, il est réel. Ici, il surgit, ballon gagné. Là, dans la fameuse zone 14, tacle remporté sur Julián Alvarez. Ouais, il est pas trop mal. Il est très très fort. Est-ce que c'est peut-être aussi simple que tu jouais tes matchs sans 2 de tes 3 meilleurs joueurs, t'étais moins fort. Alors, il est sorti à 20 minutes de la fin. Cette image, elle a fait très très peur à 40 000 personnes au nouveau Camp Nou. Que ce soit notre ami Laporta, qui avait la tête des mauvais jours, ils ont fait un plan sur les fans et il y avait une fille en tribune et j'ai vu une larme couler, je crois. Elle était en train d'implorer tous les dieux la potentielle blessure de Pedri. Ouais, tu sais quand t'es catalan, sans doute à quel point ça change tout pour toi. Heureusement pour eux, normalement pas de blessure. Normalement, Antiflic a dit c'était juste de la fatigue, peut-être une petite crampe ou quoi. Il devrait être de retour.
la saison du Barça en dépend. Et que ce soit offensivement, toutes les choses qu'on a vues, mais défensivement, effectivement, il a réussi un match encore à 8 récupérations, 3 tacles. On parlait l'autre jour de Vitinha qui s'immisçait dans la conversation du meilleur milieu du monde. La couronne à Pedri lui appartient encore pendant un petit moment, pour moi en tout cas. Troisième angle, une vraie recrue, une des seules vraies recrues entre guillemets du Barça sur les 3 dernières années, avec les contraintes financières. Ils ont eu du mal forcément à sortir le chéquier. Et quoi, il y avait Pau Victor qui était à 5.5, ok. Mais sinon, grosso modo, seulement 3 recrues vraiment au-dessus de 5. Lui, pour 25. Dani Olmo, saison dernière pour 55. Et du coup, je pense... Est-ce que c'est Vitor Roque l'année d'avant? Ça à vérifier. Mais l'apport de Johan Garcia, peut-être pas autant que Rafinha, pas autant que Pedri, mais déjà avoir un gardien qui est significativement meilleur sur sa ligne que Szczęsny, parce que Johan Garcia, en pourcentage d'arrêt, il est sur les 365 derniers jours à 78,8. Grosso modo, 4 arrêts sur 5 tirs. Ça le place 98e centile des gardiens d'Europe, top 2%. Szczęsny était à 12% en moins d'arrêts, 66 au lieu de 78. Ça le plaçait 20e centile. À peine dans le... Ouais, 80% faisait mieux que lui. Ça, c'est important. Sur le jeu au pied aussi. Et j'ai vu, par exemple, contre l'Atlético, même si le réalisateur n'a pas montré la séquence en entier, mais un 6 mètres joué très très vite, très smart, ce qui donnait un 5 contre 6 à jouer pour le Barça. Hyper intéressant. Aussi, Johan Garcia, si on regarde les stats, il y a une chose où il ressort très clairement, c'est sur le pourcentage de centres stoppés. Sur les 365 derniers jours, il est top 10% en Europe. Il en sort 10%. Il arrête 10% des centres. Tous les centres auxquels il fait face, il en capte ou il en sort 10%. Pour Szczęsny, c'était 6,1%. Qu'il plaçait même pas dans la première moitié. Et ça, je l'ai vu dans ce match aussi. Que ce soit cette sortie sur corner à la 85e où il soulage toute la défense, mais aussi, surtout peut-être, 83e, centre ici, Sorloth, qui en serait pas à son premier tour joué au Barça, qui aurait pu installer une nouvelle climatisation, cette fois au Camp Nou. Énorme sortie aérienne en vrai de Johan Garcia. Sinon c'était but. Sinon c'était but clairement. Et je pense que c'est un gardien qui va continuer de rapporter des points au Barça. Ok, quelques autres éléments pour parler de ce Barça de retour. Quand il est comme ça, quand il est batterie verte, Lamine Yamal, j'hésite presque à le compter parmi les mecs qui sont de retour de blessure. On sait, pas mal souffert de la trêve avec l'Espagne, ce petit bobo pas vraiment réparé, physiquement manque de jus. Contre le Real Madrid, on s'en souvient, match très très difficile pour lui, après avoir trash-talké l'épreuve de réalité. Et peut-être il y avait un petit peu trop de pression mentale, mais aussi surtout je pense que physiquement, athlétiquement, ça fait pas mal de temps que Lamine joue, diminué. Ce rendez-vous contre le Real, alors à la fin, il passe 4 dribbles, mais je me souviens qu'à l'heure de jeu, à la 55e minute plus précisément, il y avait 0 dribble réussi par Lamine Yamal et un seul tenté surtout. Il déclinait pas mal de possibilités de 1 contre 1. Ça a changé. Parce que, donc, buteur contre Elche, buteur contre le Celta, mais surtout sur les 3 derniers matchs, 8 dribbles contre Bilbao, au stade. C'était pas mal. 10 contre Alaves et 9 contre l'Atleti. Yamal est sur 3 matchs à 27 dribbles. 9 de moyenne. Même pour lui, c'est énorme. Sa moyenne des 365 derniers jours à Yamal, c'est 5,84. 5,84. Quasi 6 dribbles par match. Et si vous demandez où ça le place en Europe, ça le place numéro 1. Numéro 1, il n'y a personne qui dribble plus que Yamal par 90 minutes. Là, il est à 27. Il est à 9 par match. 50% de plus que sa moyenne habituelle. Et les meilleures actions du Barça, comme souvent, elles sont venues de lui, ici, 53e minute. Ouais. Il y a souvent 2 dribbles ou 3 passés en une action. C'est comme Wemby avec les blocs. Il y en a un, puis il y en a un deuxième, puis il y en a un troisième dans la même action. Et là, il transmet à Rafinha, qui a peut-être
Un de ses seuls moments moins bien du match, c'est cette frappe. Il y avait mieux à faire ici. Elle passe à côté du montant d'Oblak. Ce que j'aime bien avec Lamine, au-delà de tout ce qu'on sait, c'est qu'il a une petite arme secrète. Le fait qu'il fasse les efforts défensifs, et en vrai, qu'il les fasse bien. Il a de la science défensive. Il a du flair et de la justesse dans ses interceptions. Il sait réussir un tacle debout sans faire faute. D'ailleurs, Yamal, il est 53e centile en tacle pour un offensif. Donc première moitié. C'est pas extraordinaire, c'est pas le Lionel Messi du pressing. C'est pas mal. Il est 66e en interception. C'est pas mal. Pour un mec de son rendement, meilleur dribbleur d'Europe, être première moitié / premier tiers des offensifs qui réussissent le plus d'actions défensives, c'est une petite botte, une petite cartouche magique, une petite arme secrète du Barça. Et quand je le vois faire ça, peut-être encore plus que les dribbles, je sais qu'il est en forme. Quand Yamal est batterie verte, quand il a branché le chargeur, ça aussi, c'est pas mal. Et en plus, derrière, après cette récupération, là, 5e minute de jeu, il enchaîne une sorte de petit double contact pour sortir de la densité, transmettre à Garcia. C'est assez costaud. Ok, il reste la grande question pour le Barça. Bien sûr, c'est défensivement. On sait, ils sont la meilleure attaque d'Europe ou pas loin, quoi. En XG, 33.6, numéro 1 en Europe. En but marqué, 42. Et que le Bayern qui a fait plus à 44. Offensivement, on n'a pas de question sur le Barça. Ça va être encore mieux maintenant. Mais défensivement, déjà, où en est le fameux piège du hors-jeu ? Eh ben, il n'a pas changé, il est encore là, il te coûte toujours des occasions. Contre l'Atleti, le 1-0, il vient de ça, d'un mauvais placement de Pau Cubarsí au révélateur. C'est assez clair, effectivement, qui permet à Baena de prendre la profondeur, d'avoir un 1 contre 1, effectivement, et de battre Johan Garcia. Je trouve aussi qu'avec le Barça, peut-être, et notamment ici sur la chaîne, on a eu tendance à légèrement surcoter la qualité de leur piège du hors-jeu, parce qu'on regardait simplement le nombre de hors-jeu générés par match sur FBRF. Ce ballon, par exemple, il est donné hors-jeu. Après, quand l'action s'est conclue et que le tir est passé au-dessus, il est donné hors-jeu. Donc, il compte, c'est un point de plus dans la colonne hors-jeu pour les gars de flic. En vrai, il était pas hors-jeu. En vrai, Cubarsí le couvrait. Donc ça compte comme un hors-jeu pour le Barça. Si c'était allé au bout et que l'Atleti avait marqué, l'arbitrage vidéo aurait intervenu et le but aurait été donné. Donc même sur les gros totaux de hors-jeu qu'on voit, parfois, il faut se dire, il y en a peut-être quelques-uns en moins. Donc, tout ça pour dire, peut-être on surcote parfois un petit peu le piège. Mais, le truc que je trouve fort, c'est que déjà avec Rafinha, comme on l'a dit, ils ont une arme de pression en plus. Avec Pedri, ils ont une arme de pression en plus et ils ont plus de temps, plus de contrôle, moins de temps passé sans ballon. Avec tout le monde, ils ont plus de buts. Donc c'est moins grave d'en prendre. Et littéralement, dans ce match contre l'Atleti, tu prends le premier sur hors-jeu, ok, mais t'as pas le temps de douter, parce que Pedri plus Rafinha égalisent 5 minutes plus tard. 300 secondes plus tard, t'es déjà revenu à un partout. Pareil contre Alaves. Contre Alaves, le Barça prend le premier match. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus à un partout. Le fait d'avoir cette qualité offensive fait qu'effectivement, c'est le pari de Hansi Flick, c'est moins problématique de prendre des buts et d'avoir une défense qui en coûte. Donc le piège du hors-jeu, c'est toujours quelque chose qui te coûte des buts, mais peut-être moins grave maintenant que tu as les arguments qu'on a mentionnés. 5B, la deuxième partie de cette question défensive, Cubarsí et maintenant Gérard Martin. Alors oui, Gérard Martin, depuis 3 matchs, est devenu un défenseur central gauche. Et Hansi Flick en a parlé. Tout le monde l'a vu aujourd'hui. L'idée que nous avons avec Gérard Martin en tant que central gaucher est très bonne. En build-up, il nous donne beaucoup plus d'options, mais aussi dans la manière dont on défend ensemble, avec Baldé un peu plus haut, et ensuite Cubarsí, Koundé. Est-ce que Gérard Martin, c'est la solution ? Est-ce que le Barça a trouvé la parade ? Et est-ce que la paire Cubarsí-Martin te permet d'envisager l'avenir plus sereinement ? Araujo règle des soucis personnels, donc il est absent pendant un moment. De toute manière, c'était pas bon. C'était pas bon du tout, Araujo. Donc, il faut trouver mieux. Christensen, avec les soucis de blessure, je sais pas vraiment si tu peux compter sur lui toute la saison.
Gérard Martin, effectivement meilleur en solution, en sortie, à la relance, en possession, offre des solutions sur le build-up. Fin de match, il y a eu des moments de protection corrects, genre là sur ce centre, ok. Dans l'ensemble, je trouve... alors, mon avis vaut pas grand-chose par rapport à celui d'Hansi Flick, mais peut-être... il faut pas oublier qu'il peut être exclu juste avant la mi-temps. Là, il est mangé par Simeone, il sera pas le premier à souffrir de la vitesse du turbo Cholito. Mais c'est un carton jaune orangé là-dessus. En tout cas, il est battu, ça c'est sûr. Je suis pas un grand fan de Gérard Martin. La saison dernière, je me souviens après le match contre l'Inter, pas mal de monde flashait sur ses 2 passes décisives, etc. Retour contre Marcus Thuram dans sa zone. Il avait bien souffert. Et c'est peut-être mieux comme central que comme latéral, parce que je suis pas convaincu en tant que latéral. Mais si l'été prochain, le Barça peut recruter, pour moi, défenseur central gauche, depuis le départ d'Inigo, ça restera quand même le premier poste à adresser. Je pense pas qu'il te règle vraiment le problème long terme. Un peu mieux, mais j'ai vu aussi sur ce match, par exemple, l'intervalle Koubarsi, Gérard Martin, mis en difficulté comme ça sur des ballons longs. Et là, petit piqué de Julián Alvarez, très très dangereux. Ça, c'était une occasion concédée. J'ai vu ici, pareil, l'Atleti lancé dans la profondeur. Almada, là, ce retour-là, c'est Koubarsi. C'est un tacle raté. Et si Almada tombe, en vrai, je pense c'est carton rouge et il reste 15 minutes à jouer. Gérard Martin aussi se fait un petit peu mettre sur les fesses là. Et l'Atleti, en vrai, a eu les occasions au bout de match pour marquer, pour revenir à 2 partout. C'était le cas ici. Là, pareil, cet axe. Koubarsi, Gérard Martin, Sorloth part dans la profondeur et il assied Koubarsi, pareil, en pleine surface. Grisou était pas loin du 2 partout là, dans le temps additionnel. Donc, Koubarsi, c'était un petit peu mieux contre Bilbao quand j'étais au stade, mais j'ai aussi vu le match contre Alaves et je l'ai vu se faire un peu déménager à plusieurs reprises par Lucas Boyer. Quand cette méga pression là, avec 7 joueurs que tu as mis dans le dernier tiers, elle est battue. Parce qu'au ballon long, Koubarsi perd un duel avec un mec qui fait même pas 1m90. Bon, il est argentin, il est costaud, il est battant. Mais c'est pas le Koubarsi qui avait mis à mal Victor Osimhen sur son premier match de Champions. Je trouve le Koubarsi du début de saison, c'est quand même compliqué dans l'ensemble. Pour moi, les problèmes défensifs du Barça, en bonne partie, sont encore là. Ça m'empêche pas de penser qu'ils sont dans l'absolu de retour. Parce que le pari flickien, il admet ses problèmes défensifs et il trouve une autre réponse, la force pure offensive. Aussi peut-être, une très bonne chose, là c'est une véritable trouvaille, peut-être plus que Gérard Martin long terme en tant que DCG, c'est Eric Garcia. Eric l'anagramme, parce que derrière ce masque, je suis Lord Voldemort, Tom, Elvis, j'ai du sort. Qui est Eric ? Je vais simplement dire qu'effectivement, Eric Garcia, c'est une autre manière d'écrire Rice. Le piège du hors-jeu battu ici par l'Atlético Madrid, top retour d'Eric Garcia. Il a pris l'information sur le potentiel centre pour Julián Alvarez, le coupe en pleine surface. Magnifique. Là, on voit toute sa force polyvalente. Le fait qu'il soit là, positionné en tant que milieu défensif, du double pivot, etc. Ok, mais il a joué central droit. Il a joué latéral droit. Et on le voit par exemple, le petit ballon par-dessus, là, il est en train de tenir la dernière ligne, il revient, il contrôle jusqu'au retour de Koundé. Il est capable d'intervention défensive dans plein de petites zones. Ici, pareil, ses instincts de latéral droit. Quand il suit Conor Gallagher, qui a déclenché l'appel là, sur la largeur, ballon gagné, pareil, sans faire faute, ballon gratté. Il a fait un top match. C'est pas encore Declan, mais Eric Garcia en tant que 6, oui, ça marche. Le Barça est peut-être de retour aussi parce que, simplement, ils sont de retour à la maison. Tornem Akassa, effectivement. Ça fait donc 3 matchs avec Bilbao, Alaves et là l'Atlético Madrid, parce qu'ils en avaient joué beaucoup à l'extérieur début de saison. Ils sont de retour au Camp Nou, et donc j'y étais. J'y étais pour le match contre l'Athletic. Si je vous fais mon petit retour d'expérience de ce retour au Camp Nou, c'est qu'il n'est pas du tout fini encore. On était 40 000, donc il y a tout un virage qui était fermé, et vous voyez le 3e anneau
Là, il n'est pas encore prêt du tout. Donc, je ne sais pas si ce sera le cas pour la fin de saison. Si oui, ils vont devoir pas mal accélérer la construction. Mais au moins, ils sont de retour à la maison. Effectivement, c'est un pas dans la bonne direction. Moi, j'étais au premier match et j'ai vu déjà contre Alaves et contre l'Atlético Madrid sur les images que j'ai regardées, qu'il y avait eu des améliorations par rapport au premier match. La bande-son du début, les lumières, les spectacles et tout. Au deuxième match, tout le monde avait des drapeaux. Nous, on n'avait pas de drapeau. C'était deg. Mais de match en match, ça va aller mieux. Même nous, premier match, les stewards, ils savaient rien à rien en vrai, les pauvres. Ils découvraient le stade. Hein, ça faisait 2 ans que le Barça n'était pas de retour au Camp Nou. Donc je leur demandais des trucs comme où les toilettes, est-ce qu'on peut acheter une écharpe là dans le stade. En vrai, ils en savaient rien. Donc c'est normal. C'est le retour. La sono, elle n'est pas encore prête. Du coup, c'est une catastrophe. C'est 2 enceintes qui sont là juste derrière le but. En vrai, c'est, je vais pas dire c'est Guantanamo, mais la limite décibel est pas du tout respectée et c'est un son horrible. Donc ça c'était pas ouf. Mais sinon, beaucoup aimé ce retour au Camp Nou. On a démarré ici, donc on était sur des places un peu quart de virage comme ça. C'était pas la meilleure position, je pense, du stade parce que en gros, tribune latérale un peu touriste comme nous quoi. Mais trop touriste. Genre, il y avait quatre amis polonais derrière qui le match les intéressait pas beaucoup et ils étaient beaucoup sur leur tel en train de discuter ensemble, TikTok, avec le volume et tout. Il y a des gens qui sont des catastrophes. Et donc c'était très très touriste, parlait pas beaucoup espagnol, certainement pas catalan. Du coup, deuxième mi-temps, j'avais repéré des places vides dans le virage à côté, ici là, et on est allé là. Et là, c'était vraiment bien. Là, j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance que je connaissais. Moi, je sais pas, quand j'étais gamin à Gerland, pareil, j'allais virage nord supérieur comme ça, en haut. Et tu retrouves, j'entendais les gars derrière, c'était genre un groupe de potes, et tu sens qu'ils sont à fond, qui parlent catalan, qui sont supporters du Barça. Depuis toujours hyper engagés, je les entendais parler de quelques petits détails, le retour de lui, ok, Bernal, je pense qu'il est rentré à la toute fin de match, très engagé, là c'était beaucoup mieux, là c'était beaucoup mieux dans cette zone du stade. Et sinon, si je dois dire un truc, je savais pas, j'ai été une fois au Camp Nou avant ça, mais c'était en tribune de presse, c'était pour le commenter il y a longtemps, le match contre United. Et je savais pas qu'à la 10e minute, ça chantait Messi. Donc ça pas mal, toutes les 10e minutes. Et je l'ai réentendu là dans les matchs que j'ai regardé juste avec le volume. Mais si, toutes les 10e minutes, pas mal. Et aussi un chant qui m'a surpris, ça je savais pas non plus. C'est, je pense, deuxième mi-temps, quand on était là, quand on était tribune virage nord supérieur, on va dire, virage supérieur. Barça si, Laporta no. Au moment de la réinauguration du stade. Intéressant, je ne dirais pas que le stade a été repris par que le chant a été repris par tout le stade, mais dans notre tribune en tout cas c'était un truc. Donc voilà mon retour d'expérience du Camp Nou. Super expérience, incroyable d'être là, quel hasard fantastique d'être là pour le Torneo Macassa. J'ai maintenant la petite écharpe commémorative et tout. Grand moment. Le stade n'est pas fini. Quand il sera fini, je pense que ça va sévèrement claquer. Et là, le troisième anneau, c'est couvert, j'imagine, si je me souviens bien des plans. Ça va être pas mal du tout. Ils sont de retour à la maison. Et là, ils vont jouer quelques matchs à l'extérieur, après en avoir enchaîné 3 de suite chez eux. Et il y a eu un petit feu d'artifice au coup de sifflet final, qui était cool. La suite, pour nos amis barcelonais, la première information, elle vient de tomber. La tuile pour Dani Olmo qui va rater un match, un mois minimum pour cette épaule déboîtée après son but du 2-1. Aïe, parce qu'en vrai, il était sur un état de forme spectaculaire. Donc, moi, il n'était pas là contre Bilbao, c'était Fermin. Fermin d'ailleurs qui est devenu le joueur préféré de ma copine. Fermin, elle ne jure que par lui. Mais lui aussi, on ne va pas le voir pendant un mois parce qu'il s'est blessé justement dans ce match contre l'Athletic Bilbao. Et Dani Olmo, double buteur contre Alaves. Là, dans ce match, le but du 2-1, je suis remonté comme Cruyff, qui dit tu peux jamais trop remonter une action. Mais en vrai, la remontée là pour voir le but du 2-1, ça commence 4 minutes avant. Ça commence 4 minutes avant. Parce qu'il y a une faute ici, et je ne sais plus si c'est Giuliano Simeone ou quoi, qui reste longtemps à terre, qui doit être un petit peu aidé, peut-être un autre joueur.
Ouais, si Giuliano qui est peut-être sorti en plus dans la foulée. Donc, ballon ici, 2 minutes d'attente et tout. Ça reprend à 62-12. Le but, il va être à 64 et quelques. Pendant 2 minutes d'affilée, le Barça ne perd pas le ballon. Et Dani Olmo est trouvé 6 fois dans l'action. 5 fois entre les lignes. Ici d'abord par Koubarsi, une deuxième fois par Koundé, une troisième fois par Gérard Martin, qui effectivement, ça, ce jeu progressif, c'est quelque chose que tu t'ajoutes avec un central gaucher qui a la bonne qualité de patte de Gérard Martin, ça c'est très bien. Une quatrième fois là par Gérard Martin, cette fois sur une action un peu différente, sur du décrochage. Une cinquième fois par Pedri dans le dernier tiers. Une sixième fois par Robert Lewandowski sur le 1-2 pour aller finir, et pour aller finir pied gauche. Cette séquence de possession de 2 minutes, elle est splendide. Le rôle de Dani Olmo, on voit un joueur qui est revenu à son prime. Quel dommage qu'il se blesse, comme Kevin De Bruyne l'autre jour, sur son but. Et là, sur la retombée, sur l'épaule. C'est dommage. Pour moi, j'aime beaucoup Fermin aussi, comme ma chérie. Et du coup, ça fait un moment que je me dis, Fermin, Olmo, pour un grand club élite, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans la position d'avoir sur une position aussi importante 2 joueurs que je trouve grosso modo interchangeables. Pour moi, Olmo, Fermin, c'est pas premier choix, deuxième choix, c'est 1A, 1B. Grosso modo, c'est la même pour moi. Mais déjà, Olmo était revenu à un niveau qui peut-être même le plaçait au-dessus de Fermin. Et en plus, là, si les deux sont pas là, même sur le penalty provoqué, raté par Lewandowski, Olmo, il a passé un geste magnifique contre Alaves le doublé. Donc maintenant, l'hécatombe, elle devient peut-être un petit peu plus au milieu de terrain avec Frenkie de Jong. Quand est-ce que Frenkie revient aussi? Bernal, contre Alaves, je trouvais que le premier mi-temps était assez difficile. D'ailleurs, il est sorti à la mi-temps. Des pertes et fautif aussi sur le but de l'ouverture du score. Fermin était en tribune. Ouais. C'est quoi la solution quand les deux sont pas là? Est-ce que c'est Dro qui a fait plutôt une bonne entrée, j'ai trouvé, mais titulaire 10, c'est peut-être un peu beaucoup à voir. Il y a la question du rendement du vétéran aussi. Levan, penalty salement raté, le deuxième raté de la saison, ce qui en fait une stat, pas la stat la plus importante du monde, mais je crois le seul joueur du Barça à avoir raté 2 penaltys au sein de la même saison. Surtout, il y a du bon et du moins bon, mais il y a de plus en plus de moins bons avec Lewandowski. Je trouve qu'il fait de plus en plus ses 37 ans. Sur du jeu de déviation, par exemple, des moments où je vois pas le Lewandowski que je connais tout à fait. Je le préfère quand même à Rashford en pointe. En pointe, oui, et même d'assez loin. C'est juste que le Barça a pas un 9 top 5 mondial. Et si on met aujourd'hui cette saison Lewandowski dans le top 10, c'est vers la fin du top 10. C'est pas grave. Ils ont Yamal, ils ont Rafinha. Mais c'est peut-être une des limites de ton trident offensif. Et on verra face à plus d'adversité encore. Voilà pour mon avis, Levan. Enfin, et là c'est vraiment enfin, c'est la dernière chose, les rendez-vous à venir pour le Barça, si on se projette un petit peu sur la suite, on peut dire que le calendrier du Barça est relativement clément. Je dis relativement parce que sur les 4 prochains matchs, il y a 2 déplacements au Benito Villamarín, ça c'est ce samedi, et peut-être on fait toute cette vidéo, le Barça est de retour, sont-ils de retour, le point de bascule, et ils prennent 3-1 à Séville, c'est possible, le Betis est 5ème, le Betis au Benito est jamais facile à jouer, et 21 décembre, juste avant la trêve, c'est la Ceramica contre Villarreal, qui est sur 5 victoires d'affilée en Liga, et qui est actuellement donc, je pense, 3ème du championnat. Ouais, c'est ça, avec un point de plus même que l'Atleti, et avec un match en moins, il pourrait même prendre la 2ème place en fonction du résultat du Real. Donc, pas facile ces matchs contre le Betis, contre Villarreal. Il y a la Super Coupe début janvier, donc Bilbao en demi-finale. Peut-être soit Real, soit Atleti en tout cas, en finale. Donc ça aussi, ça va faire un grand moment. Mais en Ligue des Champions, je trouve la très bonne nouvelle pour le Barça. En Ligue des Champions, c'est qu'ils ont beaucoup de taf pour finir top 8. Ils sont actuellement 18e avec 7 points. Le cut-off la saison dernière, c'était 16 points. Il fallait 16 points pour être dans le top 8 et pas jouer le play-in. Pour atteindre 16 points, il n'y a plus le choix pour le Barça. Il faut gagner les 3 prochains matchs. Les 3 prochains, les 3 derniers. 9 sur 9, mais c'est contre l'Eintracht, qui pourrait être effectivement le match le plus explosif du siècle. Si ce match se finit
8-7, c'est pas surprenant. J'exagère à peine, mais si vous avez vu un petit peu l'Eintracht cette saison, ça pourrait être drôle. Mardi 21h au Camp Nou. Et après l'Eintracht, c'est le Slavia et Copenhague. Franchement, le Barça peut faire 9 sur 9 et je vais dire, ils doivent faire 9 sur 9 pour accéder directement au 8e de finale de Champions. Donc, voilà. Il y a le Betis, ok, mais après c'est Eintracht, Osasuna, donc Villarreal, costaud en déplacement, Espanyol. Bon, Villarreal a quand même pris 4-0 contre Dortmund, ils ont perdu contre le Pafos aussi en Champions, donc ils n'ont pas joué, et dans certains gros matchs, ils ont faibli, donc on verra, mais Espanyol-Barcelone, derby de Barcelone ensuite. D'ailleurs, j'ai vu la boutique officielle de l'Espanyol-Barcelone à Barcelone. Je sais pas si c'était la numéro 1, j'ai du mal à croire que ce soit la numéro 1, mais elle était très petite. C'est juste un petit bout de rue, à peine tu la vois, mais on connaît la dynamique à Barcelone. En tout cas, c'est donc, comme j'ai dit, Betis, Eintracht, Osasuna, Villarreal, Espanyol. Donc il y a la Supercoupe d'Espagne, on verra ça. Real Sociedad, Slavia, Oviedo, Copenhague, Elche, Mallorca, Girona, Levante. Après, il y a Villarreal, Bilbao. Mais le prochain Classico, c'est la 35e journée, si je me souviens bien. Voilà, effectivement, on verra les tours avancés de Champions. Mais je trouve le Barça, là, si effectivement Rafinha, Pedri, Yamal ne se blessent plus, on est peut-être au moment où tout bascule. Donc voilà les gars, j'espère que ce petit focus Barça vous aura plu. Ça me fait trop plaisir d'être de retour vraiment dans mes conditions, de pouvoir me buter sur un sujet là pendant 8 heures d'affilée, me lever à 6 heures du mat, regarder toutes les séquences et de faire le meilleur truc. Et j'adore ces sujets où je deep dive sur vraiment un club. J'ai une idée pour le prochain. Lequel vous intéresserait vous? Mais c'est vraiment cool de pouvoir se pencher, regarder 3-4 matchs, avoir le maximum de séquences et faire 10 angles différents. Ça, c'est mon régal. Et j'espère que ça vous a plu aussi. Donc, si c'est le cas, je suis content. Je vous retrouve très très vite parce qu'on va se pencher sur la Coupe du Monde. Demain, on fait un sujet avec Stan. Et vendredi, c'est le tirage au sort. Donc, on sera en live pour le tirage au sort du mondial. Waouh. Ça arrive à 6 mois et demi du coup d'envoi. Tirage au sort de la Coupe du Monde. Vendredi, il est à 18h. Je pense qu'on sera en live vers 17h. Mais ça va être cool. Merci à tout le monde sur YouTube, la team podcast. Je pense à vous aussi. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et on se dit à très vite. Bisous.